Bonjour à toutes et à tous, nous sommes vraiment ravis de vous voir si nombreux à la bibliothèque municipale ce soir, qui vous souhaite la bienvenue, pour cette nouvelle rencontre de notre cycle Là-bas, quelle heure est-il? Nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Pierre-Antoine Donnet, grand spécialiste de la Chine, pour son livre Chine, le grand prédateur, paru en 2021 aux éditions de l'Aube. Un autre ouvrage est montré à l'écran, il s'agit du dossier chinois, paru en 2022, cette fois sous la direction de M. Donnet, qui a réuni des contributions de ses pairs, on va dire, en expertise de la Chine. Diplômé en sciences politiques et en chinois à l'Institut national des langues et civilisations orientales, Pierre-Antoine Donnet est ancien rédacteur en chef central de l'agence France Presse et ancien correspondant à Pékin et à New York. Écrivain, il a publié une quinzaine d'ouvrages qui sont à notre catalogue, et son dernier essai, Confucius aujourd'hui, un héritage universaliste, vient tout juste de paraître aux éditions de l'Aube. Dans Chine, le grand prédateur, Pierre-Antoine Donnet écrit dans l'introduction, je cite, « Comment la Chine est devenue un cas de conscience pour le monde ?» C'est là tout l'objet de ce livre. Notre auteur aime la Chine et les Chinoises et les Chinois, mais il nous prévient. Difficile de nos jours, même en tant que journaliste attaché aux faits, rien que les faits, dit-il, de regarder la Chine sans juger ses méfaits en matière de droits de l'homme ou d'accaparement des richesses minières, ou encore de projets de domination du monde qui associent le développement économique à une forme de suggestion politique. Son livre apparaît ainsi, et aussi, comme une longue réflexion sur l'état du monde et des sociétés humaines. Comment, en effet, ne pas voir, par exemple, dans la Chine, le précurseur d'un totalitarisme moderne qui allie économie, capitaliste et dirigisme politique, ou encore d'une surveillance numérique des individus telle qu'aucun pouvoir ne l'avait encore imaginé. Ce n'est là qu'une des facettes de la Chine que nous présente Pierre-Antoine Donnet dans son livre. Il y est aussi question de l'environnement et plus amplement des technologies et de la démocratie. Nous y apprenons dans le détail tout ce que nous ne savons qu'approximativement du pays, parfois si impénétrable à nos yeux d'Européens. La Chine sera-t-elle un jour le leader du monde ? Se demande pour finir M. Donnet. Il répond par la négative à cette question, car, dit-il, même si l'Occident n'est pas armé pour gagner le match de la démocratie contre la Chine, il n'est pas sûr que celle-ci remporte l'adhésion universelle d'un monde plus que jamais ouvert à la connaissance et à la vérité. Avant de céder la parole à notre invité, je voudrais vous livrer encore deux informations. La première est que nous clorons cette conférence par une signature des livres de M. Donnet. La seconde est que notre prochaine manifestation Là-bas, quelle heure est-il sera notre table ronde annuelle qui se tiendra le samedi 4 mars sur la question des Yézidis. Nous projetterons un film qui a été tourné par une cinéaste polonaise sur place dans la région des Yézidis, assassinés et torturés par Daesh. Et cette projection sera suivie d'un débat avec deux intervenants. L'annonce est déjà en ligne, donc vous pouvez aller la consulter. Voilà, merci. Et donc, Monsieur Donnet, nous vous écoutons. Est-ce que ça... Oui, ça marche. Bonsoir à tous et toutes, et merci à vous d'être venus si nombreux. Je vois qu'il ne reste pratiquement aucune place de libre. Donc, ça me fait très plaisir. Lyon, je ne suis pas venu très souvent, mais quand même. J'ai une cousine côté maternel qui habite à Lyon depuis longtemps. Et j'ai quelques amis, il y en a un dans la salle. Et donc, je suis très heureux de vous parler ce soir d'un sujet que je suis depuis un certain temps. J'ai été correspondant de l'agence France Presse pendant pratiquement 6 ans à Pékin, entre 1984 et 1989, avant de partir après au Japon, au Moyen-Orient, en Pologne. Mon épouse est polonaise. Et ensuite, pour terminer ma carrière, il y a un peu plus de 3 ans. Et donc, du fait que maintenant je suis à la retraite, j'ai retrouvé ma liberté de parole pleine et entière.
ce que je n'avais pas tout à fait quand j'étais à l'AFP, parce que bon, l'AFP, c'est une agence internationale qui a des abonnés, des clients un peu partout, que ce soit en Israël, côté israélien au territoire palestinien, que ce soit en Chine, que ce soit au Japon et ailleurs. Donc voilà, alors la Chine, c'est vrai que pour moi, c'est une histoire qui a commencé il y a très longtemps. Parce que déjà, adolescent, j'avais une envie, mais irrépressible, de partir loin, 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 vers l'Orient. Et ces caractères chinois me fascinaient. Et c'est pas pour autant que je suis tombé tout de suite maoïste, bien que j'étais vraiment bien de gauche à l'époque, mais pas maoïste. Parce que je me méfiais quand même de cette image d'un homme nouveau que Mao Zedong avait tâché de vendre un peu partout et qui avait quand même séduit pas mal d'Occidentaux, y compris en France. Plus tard, un peu plus âgé, j'en ai rencontré de ceux qu'on surnommait les Mao Spontex. Pourquoi Spontex? Parce que c'était des éponges et qui absorbaient ces idées séduisantes, un peu comme des éponges, puis ensuite, imprégnées de tout ça, à mon sens, prenaient un chemin un peu erroné, pour ensuite, bien plus tard, quand on a compris ce qui se passait en Chine, bien sûr, faire marche arrière, et pour certains, faire amende honorable en disant « oui, j'ai pris un chemin qui n'était pas le bon et je m'en veux beaucoup ». Et à l'époque, l'un des sinologues qui a été le premier à dénoncer les crimes en Chine populaire, ça a été Simon Less, qui, dans les années 70, avait publié l'un de ses premiers livres qui était « Les habits neufs du président Mao », où là, il décrivait par le menu quelle était la situation réelle en Chine populaire. Et à cette époque-là, tout de suite, il avait été dénigré par beaucoup de ses collègues qui disaient tout ça, ce sont des bobards, des mensonges. Monsieur Simon Less, c'est un nom de plume parce qu'il s'appelait Pierre Ryckmans. Et là, il est décédé il y a déjà pas mal d'années. Monsieur Simon Less est un imposteur, un menteur. Bon, alors, ensuite, l'un de mes premiers grands voyages, ça a été de partir par le transsibérien jusqu'au Japon, donc d'abord jusqu'à Nakhodka, donc dans l'extrême-orient russe, puis ensuite prendre le bateau jusqu'à Yokohama. Je suis resté un mois au Japon, puis ensuite j'ai pris l'avion pour aller à Bangkok, je suis allé en Birmanie, puis après je suis rentré en France. Et puis après je me suis dit, l'Asie, pour essayer de l'approcher, il fallait en apprendre une langue. Et bien entendu, c'était le chinois, vu que le chinois c'est la langue mère d'une bonne partie de l'Asie de l'Est. Les caractères chinois, on les retrouve au Japon. On les trouvait en Corée. En Corée du Nord, c'est totalement terminé. Mais il y en a encore en Corée du Sud. On les trouvait aussi au Vietnam. Là, c'est pareil, il n'y en a plus. Et puis, la civilisation chinoise, là aussi, c'est pareil. C'est la civilisation mère d'une bonne partie de toute cette région du monde, qui aujourd'hui est devenue d'ailleurs la zone de croissance du monde. C'est là où vraiment tous ces pays sont en forte croissance depuis longtemps. Et donc, c'est une sorte de centre névralgique de l'économie de demain, où on voit en Occident où bon, les taux de croissance sont en train de baisser. Alors, j'avais dans le projet qui avait été décrit au départ, pour objectif de vous parler, en fait, de vous décrire un peu le contenu de Chine, le grand prédateur, qui donc est sorti il y a 1 an et demi. Et puis, vu tout ce qui s'est passé là, depuis maintenant quelques mois, j'ai un peu changé mon fusil d'épaule et je voudrais d'abord coller un peu à l'actualité. Parce que je trouve qu'on est arrivé à un moment de l'histoire de la Chine qui est particulièrement intéressant. Parce qu'aujourd'hui se joue vraiment beaucoup de l'avenir de la Chine. Donc, je voudrais d'abord commencer par l'économie chinoise. Parce que l'économie, c'est un peu la politique, en tout cas, dans beaucoup de pays du monde. Il y a ce qu'on appelle un peu la dictature de l'économie, c'est elle qui dirige tout. En France, c'est un peu le cas aussi. Et donc en Chine, ça a été le cas. Alors l'économie chinoise, il faut savoir que, vous le savez certainement très bien, beaucoup d'entre vous, en 1978, donc quelques années avant que j'arrive à Pékin, le petit patriarche de l'époque, c'était Deng Xiaoping.
Et c'est lui qui a remis les Chinois au travail en 1978 avec ses grandes réformes, où quelques slogans marquaient un virage total par rapport à la révolution culturelle. Enrichissez-vous. Ça, les Chinois ne l'avaient jamais entendu depuis très 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 longtemps. Et les jeunes, en tout cas, ne l'avaient jamais entendu. Et puis bon, ce slogan que vous connaissez bien sûr très bien, peu importe que le chat soit noir ou blanc, pour peu qu'il attrape la souris. Donc, à partir de 1978, ces Chinois, qui pour beaucoup avaient été traumatisés par ce qu'ils avaient vécu pendant ces 10 années de folie maoïste, entre 66 et 76, la révolution culturelle, où ils ont vu les souffrances, bien sûr, énormes, notamment des intellectuels, mais aussi souvent dans leur famille, des souffrances parfois indicibles. Des intellectuels parmi les plus connus ont préféré le suicide plutôt que de faire leur autocritique devant des foules complètement folles. Et donc, ces Chinois se sont mis au travail tout de suite parce que pour enfin, ils avaient un espoir pour demain. Ils avaient la faculté de se sortir d'une pauvreté quand même assez extrême. Et ils avaient la faculté d'apporter aussi à leur famille et à leurs enfants un espoir pour la suite. Si bien qu'on a vu, donc toujours sur le plan économique, des taux de croissance à 2 chiffres pendant plus de 30 ans. Donc un PIB en croissance au-delà de 10% pendant plus de 3 décennies. Et c'est une performance qui est sans égale à travers le monde. La Chine est devenue puissante sur le plan économique en un temps record. Et si bien qu'elle est devenue la 2e puissance économique du monde, la première étant les États-Unis. Et ça a sidéré le monde. Et en même temps, ça a suscité à travers le monde une envie énorme, bien sûr, d'aller en Chine pour découvrir ce qu'était la Chine, mais aussi d'y faire des affaires. Donc ensuite, on a vu des hommes d'affaires, mais alors par milliers, remplir les avions pour débarquer, que ce soit à Pékin, à Shanghai ou ailleurs, pour soit investir, soit essayer de trouver une façon de créer sur place des sociétés mixtes et d'installer des usines, donc d'ouvrir des usines et de produire, pour ensuite, donc bien sûr, produire à bas coût, parce qu'à l'époque, la main-d'œuvre chinoise était vraiment extrêmement bon marché, et donc pour ensuite revendre ces produits à travers le monde en faisant d'énormes profits. Alors bon, là on voit bien que ces taux de croissance à 2 chiffres, c'est plus le cas. Ça a commencé déjà avant le Covid, donc déjà avant fin 2019, où le taux de croissance commençait à s'infléchir. Et puis pourquoi? Mais pour des raisons simples, c'est que l'économie chinoise, quelque part, trouvait une certaine maturité. C'est-à-dire et l'industrie et toute la machine économique chinoise arrivait à une sorte de phase de plateau naturel dans tous les pays, qui partent d'un pays sous-développé pour ensuite être émergent, puis ensuite être développé. Alors la Chine n'est pas un pays développé, mais certainement un pays émergent. Et puis alors est arrivée la gestion du Covid-19. Vous avez certainement tous en mémoire que les premiers cas de Covid ont été identifiés à l'automne 2019 dans la ville chinoise de Wuhan. Alors, pendant plusieurs semaines, il y a eu un silence total. À l'étranger, on ne savait pas trop ce qui s'y passait, mais sur place déjà, il y avait ce qui s'appelait des lanceurs d'alerte. Et il y avait notamment un médecin chinois qui s'appelait parce qu'il est décédé, Li Wenliang, qui, lui, a très bien vu qu'il y avait une maladie très étrange qui se manifestait par des difficultés à respirer. Puis ensuite, avec ses collègues, des radios ont été faites. On a vu que les poumons étaient très encombrés. Et surtout, c'était une maladie qu'on ne connaissait pas. Donc, grande surprise. Donc il a été l'un des premiers à lancer l'alerte en disant « Attention, il se passe quelque chose dans la ville de Wuhan qui est très inquiétant ». Et très rapidement, les autorités chinoises ont essayé de le réduire au silence, comme c'est souvent le cas en Chine, quand on révèle des événements sous un angle qui n'est pas celui voulu par le Parti communiste chinois. Donc il a été traité de menteur, on lui a dit « Vous répandez des fausses rumeurs », ce qui en Chine est passible d'emprisonnement.
Donc il a été réduit au silence, puis ensuite il a été hospitalisé, et il est mort du Covid. Et donc Li Wenliang est devenu une sorte de héros. Si bien qu'avec les réseaux sociaux, on en parlera tout à l'heure, cette histoire de Li Wenliang s'est répandue un peu partout, et surtout à Wuhan. Et donc il y a eu des réactions très fortes de la population qui disaient, mais un, on nous cache quelque chose, et deux, celui qui veut parler, on le réduit au silence. Donc il est devenu un peu une sorte de héros local, mais bien au-delà. Si bien qu'après son décès, les autorités ont été obligées de dire qu'il avait fait un très bon travail d'alerte et que c'était quelqu'un de très bien. Ensuite, la gestion du Covid, ma foi, vous savez, c'est très simple, c'est un fiasco total. C'est une tragédie pour le peuple chinois. Vraiment, et je le dis en le répétant, c'est une véritable tragédie. On en parlera tout à l'heure pour des raisons multiples. Mais d'abord, toute une population a été mise sous cloche. Il y a eu des confinements imposés à la population d'une façon mais très brutale dans les grandes villes, les villes moyennes, où on a vu des scènes mais épouvantables. Je n'en donnerai que quelques-unes, mais déjà en 2021, dans la ville de Xi'an, on a vu des femmes enceintes qui arrivaient pour accoucher dans les hôpitaux où elles n'ont pas pu rentrer parce que leur QR code était défaillant. Et donc, certaines de ces femmes ont dû accoucher dans la rue, souvent d'enfants morts-nés. Et ça aussi, ça a circulé sur les réseaux sociaux. Et ça a fait scandale. Et vraiment, bien sûr, c'est une petite partie de la population qui a su tout ça. Mais vous savez, sur les réseaux sociaux, ça circule quand même parce que, il y a ce qu'on appelle l'armée des petites mains qui, jour et nuit, surveille ces réseaux sociaux et qui efface ce qui est contraire à la doxa officielle en l'espace de 5-10 minutes, au maximum un quart d'heure. Mais ces quelques minutes où ces informations sont là, ceux qui les regardent les répercutent ailleurs. Donc malgré tout, ça essaime. Donc ce grand firewall, cette grande muraille, comme on dit, électronique, elle est défaillante. Donc quand même, les Chinois savent. Pas tous, mais une partie, oui. Ensuite, cette gestion du Covid, elle a généré, sur le plan économique, un véritable désastre. Désastre pourquoi ? Pour la raison simple que toutes les chaînes d'approvisionnement ont été paralysées. Ce qui s'est traduit par des fermetures d'usines en cascade. Et donc, un effet énorme sur l'économie chinoise. Qui se traduit par quoi ? Un taux de croissance en 2022 officiel de 3%. L'objectif en début d'année 2022 était de 5,5%, ce qui est déjà un plancher jamais vu depuis très longtemps. Officiellement, c'est 3%. Ce n'est pas la réalité, parce que là aussi, les statistiques officielles, il faut les prendre avec des pincettes. Et donc, les observateurs un peu éclairés de la Chine, les économistes, savent très bien que le taux réel, il est plutôt 2,5%, peut-être 2,6%, mettons 2,7%, ce qui est le chiffre le plus calamiteux depuis plusieurs décennies. Et l'effet induit, c'est quoi ? C'est, une hausse du chômage, qui est spectaculaire, en particulier chez les jeunes. Là, les chiffres sont tous les mêmes à peu près. On en arrive actuellement à 20% de taux de chômage chez les jeunes. Et deuxième effet, à l'étranger, là aussi, les observateurs, ces hommes d'affaires, ont découvert une Chine qui est totalement différente de celle en qui ils croyaient. Cette Chine où, pour certains d'entre eux, ils ont investi beaucoup d'argent. Leurs usines eux-mêmes ont été fermées. On l'a vu pour des firmes américaines comme Apple, par exemple, qui n'a pas pu livrer ses smartphones en temps voulu. Et ceci a provoqué aussi donc une remise en question pour ces hommes d'affaires et ces économistes. Le marché chinois, quel est son avenir ? Et donc pour un certain nombre d'hommes d'affaires, déjà, ils quittent la Chine. Ils sont nombreux. Il n'y a pas de chiffre officiel, vous comprenez pourquoi. Mais ils sont nombreux. Et les grandes entreprises internationales, certaines communiquent. Par exemple, Apple, elle a déjà dit pour nous, notre objectif aujourd'hui, c'est d'investir ailleurs. Alors ils vont rester bien sûr quelques années, parce qu'on ne quitte pas un pays où on a investi des millions et des millions du jour au lendemain.
Mais déjà, Apple investit au Vietnam, en Inde, en Malaisie. Voilà. Et ça n'est qu'un exemple. Alors voilà pour l'économie. Ensuite, je voudrais parler bien sûr de politique. On ne peut pas parler de la Chine sans parler de politique, évidemment. Alors, parler de politique sur la Chine, c'est toujours un peu compliqué parce que moi, je vais avancer des idées, mais aussi des faits. Alors, les faits, ils sont incontestables, mais les idées, on peut en discuter. Alors, il y a, même dans le dernier livre qu'on a sorti, le dossier chinois, on est 6 à l'avoir écrit, je les connais tous, sauf une chinoise cantonaise qui habite à Paris et que je ne connais que depuis 3 ou 4 ans. Mais les autres, je les connais depuis 30 ou 40 ans. On était bien d'accord sur l'objectif du livre, mais on avait des différences. Pas des divergences, mais des différences d'approche. On en parlera tout à l'heure. Mais tout ça pour vous dire que sur le plan politique, là aussi, cette gestion catastrophique du Covid, là vous l'avez vu sur vos écrans de télévision, cette gestion a généré une colère énorme du peuple chinois, mais vraiment considérable. On n'en a vu qu'une partie sur nos écrans de télévision. On n'en a écouté que des reportages à la radio. On n'en a lu qu'une partie dans nos médias, dans la presse écrite. Mais ça s'est traduit de ce qu'on a vu par des dizaines de milliers de Chinois qui ont manifesté dans les rues de plus d'une vingtaine de villes. Les plus grandes. Pékin, Shanghai, Nankin, Canton, toutes ces villes. Et qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu surtout des jeunes. Et c'est ça ce qui est saisissant. On a vu ces jeunes, pour une partie d'entre eux, des étudiants qui avaient quitté leur campus pour aller manifester. Et on a vu ces jeunes qui répétaient des slogans, et ça pour moi c'était vraiment saisissant. Je vous dirais franchement que je ne m'y attendais pas. On reprit des slogans de ceux qui étaient criés sur la place Tiananmen en juin 1989. Comme vous le savez, ces manifestations monstres place Tiananmen se sont terminées par un massacre dans la nuit du 4 juin 1989. Tout ça a été mis sous le tapis par la propagande. Ces jeunes, quand ils sont dans ces universités, on leur sérine tous les jours la doxa officielle du parti. Eh bien, malgré ça, ils ont repris ces slogans. Et ça, pour moi, si vous voulez, c'est une prise de conscience qui vraiment m'a beaucoup étonné. Parce qu'elle montre que, malgré cet encadrement idéologique qui est très fort en Chine, malgré ce message qui est répété à longueur de journée, malgré cette pensée Xi Jinping, qui est la pensée unique en Chine aujourd'hui, c'est la religion de la Chine aujourd'hui, c'est la pensée Xi Jinping. On l'enseigne dans les écoles primaires. Et malgré ça, ces jeunes ont manifesté au cri de « Ah bah Xi Jinping, ah bah le Parti communiste chinois ». Ils n'étaient pas des millions, ils n'étaient pas des centaines de milliers, mais ils étaient des milliers et on a vu leur message. Donc tout ça pour vous dire que sur le plan politique, ce qui se passe aujourd'hui est complètement nouveau. Personnellement, je n'ai pas vu ça depuis 1989. Ça pose des questions vraiment énormes sur la Chine de demain. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Cette gestion du Covid-19, qui en a été l'architecte ? Un nom ? Xi Jinping. C'est lui. Et c'est prouvé. De toute façon, il a pris la parole tellement de fois où il disait, en 2020, il disait devant les caméras de la télévision centrale, la lutte contre le Covid est une guerre populaire que nous allons gagner. Une guerre populaire. Là aussi, ça rappelait quand même des souvenirs aux plus anciens. Cette guerre populaire, elle a totalement foiré. Et donc, Xi Jinping, l'architecte de cette politique de gestion du Covid, a dû admettre qu'il s'était trompé. Et ça, c'est assez extraordinaire, parce que l'une des règles, bien sûr, non écrites du Parti communiste chinois, c'est que le parti ne se trompe jamais. A fortiori, son chef ne peut pas se tromper. Et là, il a dû admettre, sans le dire publiquement comme ça, qu'il s'était trompé. Vu qu'on a vu un virage à 180 degrés, on a vu d'un seul coup toutes ces mesures abandonnées. On a vu la Chine qui s'est ouverte, mais d'une façon, mais elle aussi, extrêmement brutale. Personne ne s'y attendait. Et là aussi, pour moi, ça montre quelque chose d'important.
Parce que vous savez, le travail du Parti communiste, que ce soit à l'époque le Parti communiste de l'Union soviétique, qui est défunt depuis la chute du mur de Berlin, que ce soit le Parti communiste chinois, qui lui a 100 ans, un peu plus de 100 ans d'histoire, parce qu'il a été fondé en 1921. La règle d'or, c'est qu'on réfléchit avant de prendre une décision. Les décisions sont généralement mûrement réfléchies et en général discutées par l'élite du parti. Et bien là, crac, du jour au lendemain, hop, on fait marche arrière, virage total. Pour moi, là aussi, ça montre que le système ne marche plus comme avant. Voilà ce que je voulais dire sur le plan politique. Alors, maintenant, je vais parler du cadre diplomatique, parce que là aussi, c'est une situation qui a changé énormément. À partir du moment où les réformes économiques ont été introduites, donc à la fin des années 70, on a vu la Chine rejoindre l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, en 2001, grâce à l'aide des États-Unis. Je le souligne parce que sans l'aide des États-Unis, la Chine ne serait pas devenue membre de l'OMC. Et donc, tout ça pour vous parler de ce cadre Chine-États-Unis, qui est important pour bien comprendre l'évolution de ce qui se passe aujourd'hui. En 1971, le secrétaire d'État de Richard Nixon est venu en Chine lors d'une visite secrète pour rencontrer les dirigeants chinois, pour préparer ce qui s'appelle, entre guillemets, normalisation des relations entre les États-Unis et la Chine. Il s'appelait Henry Kissinger. Il est toujours vivant, il a presque 100 ans, et dans sa tête, tout est très clair. D'ailleurs, quand il va en Chine, il est reçu comme une véritable icône, parce que justement, lui a été l'artisan de ce rapprochement, j'hésite à prononcer le mot, mais c'était quand même bien ça, entre le mal absolu pour la Chine, qui était les États-Unis, et le mal absolu qui était pour les États-Unis, le régime communiste chinois. Mais le véritable mal pour les États-Unis, c'était l'Union soviétique. Donc, la raison réelle de ce rapprochement pour Washington, pour l'administration américaine, c'était d'utiliser la Chine comme contrepoids contre ce mal absolu parmi tous, qui était l'Union soviétique. Déjà à l'époque, en 1971, et là on a les écrits qui sont ressortis, d'ailleurs Henry Kissinger lui-même a publié un livre il n'y a pas très longtemps où il l'explique, déjà il avait lancé un peu une mise en garde en disant: quand les Chinois seront plus forts, non seulement ils vont se passer de nous, mais ils seront contre nous. Et c'est ce qui se passe. Voilà. Et c'est ce qui se passe depuis maintenant des années. Ça a commencé bien avant Obama. Ensuite, ça s'est accéléré avec quelqu'un dont j'ai toujours quelques difficultés à prononcer le nom, M. Trump, qui, lui, c'est vrai, ça il faut le dire, a été le premier à prendre le taureau par les cornes, mais face à la Chine, uniquement sur les domaines commerciaux et technologiques. Le reste, tout ce qui était politique, stratégique, droits de l'homme, ça l'intéressait, mais alors vraiment pas du tout. En quelque sorte, c'était un vendeur de cravates. Mais quand même, il était là et il a dit ce qu'il pensait. Ensuite est arrivé Joe Biden à la Maison-Blanche, en janvier l'année dernière. Et Joe Biden, il connaît très bien Xi Jinping, vu que quand il était vice-président et que Xi Jinping n'était pas secrétaire général ni président de la République populaire de Chine, ils s'étaient rencontrés un certain nombre de fois, donc ils se connaissaient quand même assez bien. Et donc, bien sûr, élu puis ensuite intronisé à la Maison-Blanche, il y a toute une série de dirigeants du monde qui l'ont appelé au téléphone pour le féliciter, c'est bien naturel. Parmi eux, il y a eu Xi Jinping. Et là, maintenant, le verbatim de la conversation est sorti. Pas tout, parce que c'est difficile de tout dire. Mais une partie de ce verbatim, c'est Xi Jinping qui lui a dit « Ah, mon cher Joe, on se connaît depuis longtemps. Je te félicite, bravo, belle élection. Mais il faut que tu saches une chose. Vous, les démocraties, vous êtes de nature faible. Vous ne prendrez jamais le contrôle du monde. C'est nous, les régimes, il n'a pas dit totalitaires parce qu'il ne voulait pas le dire, les régimes forts qui allons gagner. Et ça, si vous voulez, ça montre bien et la nature du régime et aussi ce que Xi Jinping avait en tête. Alors depuis, avec Joe Biden, lui, il a tout de suite dit, de façon tout à fait catégorique et publique, la Chine me trouvera sur sa route, sur les plans des droits de l'homme
des libertés individuelles, enfin des valeurs universelles. Et lui, donc, il avait enfourché ce que faisait déjà Donald Trump avant, mais avec toutes les déclinaisons politiques et diplomatiques. Donc, j'en arrive, si vous voulez, à ce qui se passe maintenant depuis quelques années. On a cette rivalité sino-américaine qui existe depuis maintenant déjà belle lurette, mais qui aujourd'hui est en train d'essaimer à travers la planète, parce qu'il y a une prise de conscience du monde occidental progressive qui, telle que je la vois, cette prise de conscience a démarré il y a 5 ou 6 ans. Parce qu'à ce moment-là, déjà, donc bien avant le Covid, des hommes d'affaires se sont rendus compte du pillage industriel, de la copie. Et ces hommes d'affaires aussi se sont rendus compte des effets contraires à ce qu'ils espéraient, des transferts de technologie. Là-dessus, c'est très simple, c'est très documenté. Vraiment, la démonstration est tout à fait claire et limpide. Ces transferts de technologie ont servi aux ingénieurs chinois, qui ne sont certainement pas des idiots, loin de là, qui sont très forts, à maîtriser toute une série de technologies dans des domaines de pointe, que ce soit l'aviation civile, que ce soit le nucléaire, que ce soit les trains à grande vitesse, tout ça. Par exemple, juste pour le nucléaire, juste un exemple comme ça en passant, les premiers réacteurs EPR, donc de nouvelle génération, ont été mis en ligne en décembre 2018 pour la première tranche et décembre 2019 pour la deuxième, avec une technologie française. Cette technologie, elle a été livrée par Framatome, EDF, Arvea et d'autres groupes français. Pourquoi ? Parce que c'était la condition sine qua non pour s'installer sur le marché chinois. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'aujourd'hui, dans cette filière nucléaire, la Chine n'a plus besoin de la technologie étrangère, dont française. Ils gèrent tout. Ils connaissent l'ensemble de la filière, du design jusqu'au service après-vente, c'est-à-dire s'assurer que toutes ces centrales fonctionnent bien sur la durée. Alors que la France, on s'évertue à mettre en ligne notre premier EPR, qui a déjà maintenant presque 10 ans de retard, avec des surcoûts phénoménaux. Parce que nous, en France, nos ingénieurs, ils n'ont plus cette maîtrise. C'est quand même tragique, non ? Donc, pour revenir à l'aspect diplomatique, donc, ces hommes d'affaires, mais aussi les politiques, petit à petit se sont rendus compte que ce mirage chinois, cet Eldorado, donc pour ces hommes d'affaires, n'est pas vraiment la Chine telle qu'elle est vraiment. Et donc, peu à peu, des pays occidentaux se sont remis en question, alors que ce soit bien sûr le Japon parce qu'il est juste en face de la Chine. Je vais juste parler un tout petit peu du Japon, parce que pour moi c'est emblématique de ce qui se passe. Le Japon en 1947, donc 2 ans après la reddition du Japon, après cette horreur militariste japonaise qui, il faut le dire, a versé du sang dans les villes chinoises, en Corée, et puis ailleurs encore. Cette reddition japonaise a été suivie sous la dictée des Américains de l'adoption en 1947 d'une constitution pacifique. Cette constitution pacifique interdit le Japon de faire la guerre en dehors de ses frontières, pour le dire de façon après assez synthétique. Ensuite, le Japon était traumatisé, mais vraiment traumatisé. Il avait beaucoup de difficultés à accepter les horreurs que son armée avait faites à travers l'Asie. Et ces pays comme la Corée et la Chine en ont gardé un très très fort ressentiment. Ce ressentiment est utilisé par les dirigeants chinois depuis les années 50 comme étant un levier politique et aussi économique pour obtenir du Japon d'abord une aide économique qui a été faramineuse dans les années 60, 70 et 80. Et les choses changent parce que là aussi, les gouvernements japonais successifs se sont bien rendus compte que la Chine désormais constitue une menace pour le Japon et toute la région. Et la menace est bien réelle. Si bien que, pour encore dire quelques mots du Japon, il y a 3 semaines, le Premier ministre japonais a annoncé un virage, là aussi assez frappant, sur le plan militaire.
il a annoncé le fait que le budget de la défense japonais allait atteindre 2% du PIB dans 5 ans, le PIB du Japon, ce qui est sans précédent depuis 1945. Il a annoncé aussi quels étaient les axes de cette nouvelle politique militaire du Japon. Il a pris soin de bien expliquer qu'elle n'est pas offensive. Et là, il a bien donné tous les exemples de ce qui allait se passer, mais qu'elle était défensive, mais à des degrés bien supérieurs à ce que faisait le Japon jusqu'à maintenant. Le Japon n'est pas seul, hein, parce qu'il y a juste à côté la Corée du Sud. La Corée du Sud, comme je vous le disais, où le ressentiment populaire à l'égard des Japonais est énorme. Et bien là, on a bien vu les sondages ces dernières années. Les sondages d'opinion vont tous dans la même direction. Aujourd'hui, la population sud-coréenne ne considère le véritable ennemi, en tout cas rival, ça c'est une certitude, comme étant la Chine et non le Japon. Ce qui veut dire que là, sur le plan militaire aussi, mais ça on le voit bien, aussi bien le Japon que la Corée du Sud ont une alliance militaire qui date des années 60. Mais là aussi, cette coopération sur le plan militaire ne cesse de se renforcer. Alors après, je ne vais pas être trop long parce que j'en arrive déjà à mon temps autorisé de parole, mais on en arrive à une alliance de facto entre ces pays, donc le Japon, la Corée du Sud, l'Australie. L'Australie, on pourra en parler tout à l'heure. L'Inde qui est un ennemi depuis des siècles de la Chine. Il faut savoir qu'il y a eu un conflit quand même assez meurtrier en 1962 entre l'armée populaire de libération chinoise et l'armée indienne. Puis tout récemment, encore il y a 2 ans, il y a eu une série d'escarmouches, pour utiliser un euphémisme, qui ont quand même fait un certain nombre de morts. Et puis bien sûr, après, on va plus loin. Alors, l'Union européenne, on peut en parler. Là aussi, on a vu le vocabulaire changer petit à petit. Alors, il y a 2 ans, la Commission européenne a déclaré que la Chine était devenue un rival systémique. C'était la première fois qu'on le disait. Ça a quand même marqué les esprits pour ceux qui s'intéressent à la chose. Et puis ensuite, il y a eu toute une série d'étapes. Il y a eu une négociation qui a duré pas loin de 7 ans sur un accord entre l'Union européenne et la Chine sur la protection des investissements. Cet accord avait été conclu en décembre, que je ne dise pas de bêtises, 2021. Il devait être entériné, parce que c'est l'évidence, par le Parlement européen dans les mois qui suivaient. Il ne l'a jamais été, et il ne le sera pas. Parce que, là aussi, la prise de conscience suit son chemin, et il y a au Parlement européen une majorité de députés qui disent « non, nous ne pouvons pas signer un tel traité avec tous les abus qu'on voit en Chine ». Alors tout à l'heure, on pourra parler justement, et là je rejoins un peu le discours que je devais avoir face à vous ce soir, ces abus qui sont par exemple le traitement abominable des Ouïghours, le traitement tout aussi abominable des Tibétains, on en parle moins aujourd'hui, mais ça existe depuis les années 50, le traitement tout à fait aussi, non seulement illégitime, mais quand même une répression absolument sauvage à Hong Kong. Il y a aussi des pressions, mais alors continuelles et de plus en plus fortes à l'égard de Taïwan. Je vais terminer sur Taïwan tout à l'heure. Si bien que les mentalités dans l'Union européenne évoluent aussi, et au point que il y a des pays qui maintenant sont un petit peu à l'avant-garde pour dire nous devons maintenant avoir un certain nombre de garde-fous pour traiter avec la Chine. Il ne faut pas rompre le dialogue, et ça c'est important de le dire, parce que la question se pose. Aujourd'hui, doit-on traiter avec l'Iran et avec les mollahs, alors que nous avons 7 Français qui sont des otages dans les prisons iraniennes? Doit-on traiter avec la Chine? Moi, je pense que oui. Alors, Emmanuel Macron va se rendre en Chine avant l'été. C'est déjà une certitude. La date exacte n'est pas encore fixée. Je dois vous dire qu'à mon grand regret, lors du sommet de Bali, du G20 à Bali, il a fait l'éloge de l'élection de Xi Jinping, qui avait été réélu lors du 20e congrès du Parti communiste chinois. À mon sens, il avait des formules de politesse à dire, mais pas ça, je pense. Ceci étant dit, donc, il va le revoir.
il va maintenir le dialogue. Il faut savoir que côté gouvernement chinois et surtout côté dirigeants du Parti communiste chinois, parce que c'est eux qui prennent les décisions, il y a une grande attente parce que cette dichotomie qui s'accentue de jour en jour entre les États-Unis et la Chine, il reste un peu un espoir pour les autorités chinoises de voir l'Europe comme étant un élément stabilisateur et plus un espèce de contre-pouvoir face à cette politique américaine qui peut parfois leur sembler aux Européens excessive. Alors c'est vrai que le choix aujourd'hui, mais pas seulement pour les Européens, est un peu cornélien, parce que est-ce qu'il faut se ranger derrière les Américains, ou est-ce qu'il faut avoir une attitude indépendante de l'Union européenne, ou est-ce qu'il faut prendre le parti de la Chine? Bon, la troisième option, elle est abandonnée, ça c'est très clair. Mais pour garder un véritable dialogue entre l'Europe et la Chine, c'est vrai qu'à mon sens, ça je le dis sans hésiter, il faut garder quand même une certaine forme d'indépendance à l'égard des États-Unis, bien que quand même dans la vie, un jour, il faut choisir son camp. Pour moi, il est simple. Entre les régimes totalitaires et les valeurs universelles, mon cœur ne balance de façon immédiate. Bon. Mais ceci étant dit, par le dialogue, parfois on arrive à convaincre. Ça prend du temps, ça c'est le rôle des diplomates, et c'est le rôle aussi accessoire qu'on ne connaît pas de tout ce qui est discussion confidentielle. Ce dialogue doit continuer. Il a repris d'ailleurs entre les États-Unis et la Chine aussi. Lors du G20, il y a eu une réunion qui a duré près de 4 heures entre Xi Jinping et Joe Biden, face à face. C'était la première depuis très très longtemps, où les deux se sont un peu dit les 4 vérités, mais l'un et l'autre ont quand même dit qu'il fallait restaurer des relations plus apaisées. Là, Anthony Blinken, donc le secrétaire d'État américain, va à Pékin, justement dans le but de poursuivre ce dialogue. Les États-Unis sont fermes sur un certain nombre de choses, et en particulier sur Taïwan. Donc je vais conclure en parlant de Taïwan. Moi, j'ai appris le chinois en partie à Taïwan. J'y ai passé 1 an en 1980, et je peux vous dire que j'en ai des sentiments, mais vraiment très présents, parce que j'ai trouvé à Taïwan, il faut savoir qu'à l'époque, c'était encore la loi martiale. C'était encore à la mort de Chiang Kai-shek, son fils qui avait pris les rênes, Chiang Ching-kuo, et c'était encore la loi martiale. Mais déjà, on pouvait s'exprimer. Et déjà, on pouvait parler relativement librement. Bien sûr, il y avait des dissidents qui, eux, étaient à l'autre extrême et qui, eux, étaient suivis et, pour certains, pourchassés. Quand Chiang Kai-shek est arrivé à Taïwan avec toutes ses troupes, il y a eu ce qui s'appelle la terreur blanche et qui a duré plusieurs années, où il y a eu des milliers de morts. Ça, il faut le dire. Mais Taïwan, peu à peu, donc après, je suis rentré en France, Taïwan est devenu tout simplement une véritable démocratie. Et là, je pense que là aussi, c'est extrêmement documenté. Taïwan et son gouvernement le montrent tous les jours. Il y a non seulement des élections libres au suffrage universel, il y a une justice indépendante, il y a une presse libre, si bien qu'il y a une presse d'opposition, pour une partie d'ailleurs pro-chinoise. Il faut le savoir. Elle est là, elle a le droit de s'exprimer et elle le fait. Parce que le jeu démocratique, c'est ça. C'est donner la parole à tout le monde. En France, on donne la parole à Éric Zemmour. N'est-ce pas? Bon. Et je pense qu'il faut le faire. Parce que souvent, les gens ne sont pas des imbéciles. Enfin, dans une démocratie, on finit par comprendre le langage de certains. Je pense qu'en France aussi, on a fini par comprendre le langage de certains à l'extrême droite. Bon. Eh bien, à Taïwan, tout le monde s'exprime. Ensuite, il y a le rôle des femmes. Et je vais en terminer là. Le rôle des femmes, il est essentiel dans la société d'aujourd'hui. En Chine, au sein du Parti communiste chinois, il y a à peu près 100 millions d'adhérents. Parmi eux, quelques milliers qui grimpent peu à peu les échelons, parfois par opportunisme, parfois aussi du fait de leur qualité, jusqu'au bureau politique. Au-dessus, il y a tout en haut, il y a la commission permanente du comité central du bureau politique du Parti communiste chinois. C'est un peu long, mais c'est comme ça. Ces 7 membres de la commission permanente, ce sont eux qui prennent toutes les grandes décisions sur l'avenir du pays. Il n'y a pas une femme. Voilà. Dans les années, fin des années 2000, si, il y en avait un membre
qui, lui, s'est distingué lorsque une joueuse de tennis chinoise, qui s'appelle Peng Shuai, l'a accusé de l'avoir violée. Alors, sur les réseaux sociaux, là c'est pareil, ça a essaimé à toute vitesse. Ce monsieur s'appelle Zhang Gaolin, il avait 75 ans, donc il y en a un peu plus. Ça s'est passé de façon répétée à son domicile, tenez-vous bien, avec sa femme qui était à la porte d'entrée, pour être bien sûr que personne ne rentre. Eh bien, Peng Shuai, il a disparu. Voilà. D'abord, on lui a fait avouer des choses comme quoi non, il n'y a jamais rien eu, tout ça c'est des rumeurs, j'ai pas dit ça, je ne songe qu'à une seule chose, c'est vivre une vie apaisée, tranquille, donc arrêtez de m'embêter, et depuis on ne la voit plus. Bon, voilà. Eh bien, les femmes, non, en Chine, certainement pas. À l'époque, Mao Zedong avait ce grand slogan, les femmes c'est la moitié du ciel. Bien. Certes, c'est la moitié du ciel, mais leur action véritable en Chine, que ce soit politique ou de gestion des entreprises, ou dans l'administration, il y en a extrêmement peu. À Taïwan, non. La présidente est une femme, Madame Tsai Ing-wen. Dans son gouvernement, il y a plusieurs femmes. Figurez-vous qu'il y a même une femme qui est transgenre. Mais oui, mais c'est vrai. Et d'ailleurs, elle vit ça très très bien, ce qui, je pense, n'est pas très facile à vivre quand même. Et il y a depuis maintenant plusieurs années, le Parlement taïwanais a adopté une loi sur le mariage du même sexe. C'est le seul pays en Asie qui l'a fait. Aucun en Asie, bien sûr pas le Japon, parce que le Japon est encore assez conservateur sur ce plan-là et bien d'autres. Voilà, il a donné l'exemple. Et donc, je vais en terminer en disant qu'aujourd'hui, Taïwan, c'est 24 millions. C'est une île qui est grande comme la Belgique, avec quelques petits îlots autour, face à un énorme continent, 1,4 milliard d'habitants, menaçant. Taïwan se débrouille très bien. C'est le numéro 1 dans les semi-conducteurs. La firme taïwanaise TSMC est devenue les champions mondiaux des semi-conducteurs, qui, comme vous le savez bien, est le nerf de la nouvelle révolution industrielle du monde entier. Et donc, c'est l'une des raisons pour laquelle les États-Unis se sont engagés à défendre Taïwan en cas, entre guillemets, d'agression militaire, bien sûr, venant de la Chine. Donc là, j'ai parlé 45 minutes. Je crois que je suis à peu près dans les clous. Donc maintenant, je suis prêt à répondre à vos questions. J'ai ma collègue là-bas qui va venir. On vous remercie parce que vous êtes extrêmement pédagogique et clair sur des choses qui sont finalement extrêmement compliquées. Donc 2 points, juste, et après je vous poserai la question. Vous n'avez pas eu le temps de le dire, donc il y a eu le soi-disant grand bond en avant de Mao, oui. Qui a été terrible, et cette terrible période s'est soldée par 54 millions de morts en République populaire de Chine. Entre 40 et 60, hein, selon les... Oui, enfin, on ne sait pas. Il y en a qui disent 42, d'autres qui disent 50, d'autres 54. Millions de victimes. Et à ce moment-là, Mao, on l'a poussé un peu vers le dehors. On a cru que c'était fini pour lui. Mais ça n'a jamais été fini pour lui. Il est revenu avec sa police politique. Donc, là où je fais maintenant le retour ici maintenant, c'est que depuis le 7 décembre, plein de gens se posent la question pourquoi Xi et le bureau politique ont arrêté la politique zéro Covid. On a manifesté en janvier avec des Chinois et on se posait la question. Et finalement, il semblerait que la raison principale, parce que ce sont plusieurs, est celle-ci, c'est que le zéro Covid, ça coûte au moins 2% du budget financier de la Chine. Oui. Et que cette somme à dépenser continuellement depuis près de 3 ans est trop lourde à porter, puisqu'il y a à peu près 3% pour le budget militaire. Et que donc la raison financière serait la raison principale de l'abandon de Xi. Et c'est assez curieux, parce que nous, on pensait plutôt que il a écouté un peu ce que disaient les jeunes. Mais non, il n'a pas écouté ce que disaient les jeunes. Il s'est dit simplement, ça me coûte trop cher. Et donc, depuis le 8 décembre au matin, il a fait exactement l'inverse de ce qu'il faisait avant. Donc, je vous pose la question,
comme Mao n'a pas disparu en 59, Xi ne va pas disparaître après la fin du zéro Covid et son demi-tour complet dans sa politique. Point d'interrogation. Oui. Voilà. Alors, pour revenir à Mao Zedong, moi, je pense que le parallèle est effectivement extrêmement parlant. Parce qu'il y a eu, avant, déjà le grand bond en avant, il y a eu les 100 fleurs, où on a fait parler les intellectuels en disant « exprimez-vous, dites tout ce qui ne va pas » pour ensuite les dégoupiller, les dézinguer. Ensuite, il y a eu le grand bond en avant, où il y a eu également des scènes de cannibalisme, il faut le savoir. Et vraiment, là aussi, c'est très documenté. Et ensuite, il y a eu la révolution culturelle, là aussi, où Mao Zedong, se sentant en train de perdre un peu le pouvoir, sentant le sol se dérober sous ses pieds, qu'est-ce qu'il a fait ? Eh bien, il a déclenché la révolution culturelle. Il a demandé aux jeunes gardes rouges, qui étaient pour la plupart quand même relativement ignorants, de le suivre pour faire la révolution. Alors détruire ce qui s'appelait les 4 vieilleries, c'est-à-dire toutes les traditions anciennes. La Chine a vécu des destructions épouvantables à jamais, que ce soit d'œuvres d'art, tout ça. Bon, et alors ensuite, aujourd'hui, effectivement, le parallèle peut se poser parce que je vais répondre à votre question, mais avant d'y répondre, cette volte-face de Xi Jinping, elle est quand même lourde de conséquences pour lui. Parce que là aussi, pendant le 20e congrès, au mois d'octobre, on a bien vu des scènes qu'on n'avait pas vues, dont notamment comment le régime a osé sortir le prédécesseur de Xi Jinping, Hu Jintao, qui ne s'y attendait absolument pas, devant les caméras du monde entier. 2 personnes se sont approchées. Un détail qui est très intéressant, lui ont pris son porte-document rouge. C'est la première chose qu'ils ont fait. Il tenait à son porte-document rouge. On lui a arraché des mains. Les vidéos sont là, le montrent très bien. Ensuite, on l'accompagne vers la sortie. Quand il passe tout près de Xi Jinping, il lui touche l'épaule, il veut lui parler. L'autre le regarde à peine, et puis, bon, il ne répond rien, et on l'évacue. Et tout ça pour illustrer quelque chose, c'est que ce 20e congrès, Xi Jinping en avait déjà l'idée depuis longtemps, a voulu démontrer devant son peuple, mais aussi au reste du monde, que c'était le maître absolu de la Chine. Il avait déjà pratiquement tous les pouvoirs. Il était président de la République populaire de Chine. Il était secrétaire général du Parti communiste chinois. Et plus important, il était le chef de la commission militaire centrale. Mais il n'avait pas la totalité d'un appui inconditionnel à travers les régions et à travers l'élite du Parti communiste chinois. Et ce qui s'est passé, c'est que, en éliminant tous ces opposants, déclarés ou non, il a rompu un fonctionnement du Parti communiste qui était la collégialité. Un régime peut être totalitaire, il y a toujours une forme de collégialité. Au sein du Parti communiste d'Union soviétique, à part Staline, qui était à peu près comme Mao Zedong, quelqu'un d'une cruauté absolue, il y avait toujours une forme de collégialité. En Chine aussi. Sur ces grandes décisions stratégiques dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont prises par les 7 membres de la commission permanente du bureau politique du parti, il y avait, lorsque ces décisions étaient discutées, il y avait une discussion, notamment avec le bureau politique, où on échangeait des avis, où on mesurait le pour et le contre. Tout ça, c'est terminé. Lors du 20e congrès, on a bien montré que ce n'est plus le cas. Et donc, je vais en venir à une chose simple, c'est que, et là vraiment, les sources, il y en a, il y a une colère croissante au sein de l'élite du Parti communiste chinois. Là, il y a des observateurs qui, pour la plupart, ce sont des Chinois réfugiés à l'étranger. Il y a une femme chinoise qui s'appelle Tsai Xia, qui était avant formatrice de l'élite du parti et qui donc avait accès à toutes les sources possibles imaginables. Quand Xi Jinping a pris le pouvoir en 2012, elle est restée quelques années, puis elle s'est rendue compte qu'elle-même allait être très vite mise en difficulté, donc elle s'est réfugiée aux États-Unis. Elle a ses propres sources, évidemment, qu'elle n'identifie pas, vous pouvez comprendre les raisons, qui montrent bien que cette colère est là. Alors, la question, pour répondre à votre question, elle est double. Quel est l'avenir de Xi Jinping et quel est l'avenir du Parti communiste chinois ? Pour le Parti communiste chinois, je serais bien naïf de dire qu'il va disparaître dans les années à venir. Évidemment, non.
le PC chinois a une résilience extraordinaire. Parce que vous avez parlé du grand bond en avant, la révolution culturelle, la tragédie de la place Tiananmen. Le parti a survécu à tout ça. Parce qu'il y a la propagande derrière, il y a tout ça. Il est toujours là et il est là pour rester. Combien de temps? J'en sais rien. Personnellement, je pense qu'un jour, il finira quand même par disparaître. La question peut être posée, parce qu'on ne peut pas le dire de façon certaine. Ça dépendra beaucoup de l'avenir du monde. Cette rivalité entre totalitarisme et démocratie, quelle forme de démocratie, quelle forme de totalitarisme, l'issue, on ne la connaît pas. J'ai une petite idée, mais je ne la dirai pas maintenant. Par contre, point d'interrogation sur Xi Jinping, moi je pense qu'il est en difficulté. Va-t-il partir ou non? Évidemment, il n'a nulle intention de partir, c'est une évidence. Pour lui, se pose la question de savoir, y aura-t-il une fuite en avant de sa part pour rester au pouvoir coûte que coûte, ou y aura-t-il de sa part le désir de servir son peuple? Je ne connais pas sa réponse, je ne suis pas dans ses bottes, évidemment non. Si c'est la première solution, c'est quelqu'un de rationnel, de réfléchi, mais si vraiment il se sent perdre le pouvoir, est-ce qu'il en arrivera à une position un peu extrême, comme c'était le cas de Mao Zedong, qui pourrait se traduire notamment par exemple de intimer l'ordre à l'armée populaire de libération d'attaquer Taïwan? Si tel était le cas, il y a toutes les chances qui sont là pour dire que la Chine perdrait la guerre. Ça, on pourra en parler tout à l'heure si vous avez des questions, mais franchement, c'est une évidence. Alors on en est là, effectivement. Xi Jinping sera-t-il là dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans? Je ne peux pas vous répondre. Je ne lis pas dans le mar des cafés et je ne suis pas un magicien. Non, je ne sais pas. Mais la question est posée avec beaucoup plus d'acuité que ce n'était le cas il y a encore 1 an. Merci beaucoup pour votre intervention. Alors moi, c'est 2 choses. Je voudrais d'abord témoigner simplement un peu mon expérience, puisque j'ai effectivement étudié à Taïwan un semestre durant mes études. Et je voudrais effectivement témoigner à quel point je n'ai ressorti vraiment grandi du temps que j'ai pu passer et côtoyer les Taïwanais, puisque je vous rejoins tout à fait sur le fait que c'est vraiment un exemple, je pense, pour toute l'Asie. Et les Taïwanais sont un peuple vraiment formidable, des gens qui sont d'une grande humanité et très ouverts sur le monde en général, et qui, je pense, ont beaucoup de choses à nous apprendre. Également témoigner sur le fait que j'ai travaillé par le passé en Chine, notamment à Shanghai, et également j'ai pu vivre je dirais le vol intellectuel qui est effectué de façon globalisée et de masse par l'industrie chinoise aux industries occidentales de façon générale. Donc ça, je l'ai vécu de l'intérieur, ayant travaillé dans une industrie chinoise dans l'automobile. Ma question à présent, c'était savoir finalement les Européens, l'Union européenne, quel levier a-t-elle vraiment aujourd'hui face à la Chine, quand on pense à des pays comme l'Allemagne qui sont complètement pieds et mains liés finalement, étant donné qu'ils ont des implantations tellement importantes en Chine. Et on sait à quel point aujourd'hui l'industrie pour un pays comme l'Allemagne est primordiale. Et il en va de même d'ailleurs pour la France, que ce soit pour l'industrie aéronautique ou autre. Donc en fait, j'imagine bien que dans les négociations, vous évoquiez tout à fait le fait qu'Emmanuel Macron se rendait en Chine. Finalement, quelle négociation, quel poids peut-on apporter quand on est dans cette posture où on est finalement très dépendant à de nombreux aspects de la Chine? D'accord. Alors, d'abord, juste quelques mots encore sur Taïwan pour prolonger ce que vous disiez. J'ai passé près de 2 semaines à Taïwan fin du mois d'août et j'avais déjà été plusieurs fois auparavant suite à mon séjour en 1980. Mais fin août, c'était important parce que ça se passait peu de temps après la visite de Nancy Pelosi, qui est en titre, qui était, parce qu'elle n'est plus maintenant chef du Congrès,
mais qui était la numéro 4 de pas de l'administration, mais du pouvoir américain, et qui donc avait déclenché toute une série de manœuvres hostiles de la part de l'armée chinoise contre Taïwan. Et donc il y avait sujet quand même à inquiétude, pensais-je, à Taïwan. Il y a évidemment une inquiétude. Le nier, ce serait complètement crétin. L'inquiétude, elle est là, mais elle n'est pas nouvelle, parce que les Taïwanais observent la Chine populaire depuis plus de 70 ans, depuis 1949. Donc ils ont une certaine habitude. Mais c'est vrai que tout ce qui se passe ces dernières années, et surtout ces derniers mois, a de quoi effrayer. Eh bien non. J'ai trouvé là-bas, mais je peux vous dire franchement, une sérénité à laquelle je ne m'attendais pas vraiment. Et pour rejoindre aussi ce que vous disiez à l'instant, là aussi, on voit bien que s'il y avait un conflit, il n'y aurait pas que l'armée taïwanaise, il y aurait le peuple taïwanais. Et là, on le voit bien. Là aussi, les sondages se succèdent les uns aux autres, et ils sont trop nombreux pour penser qu'il y a peut-être une marge d'erreur. La large majorité des adultes chinois, et même des jeunes, défendraient ce qu'ils considèrent comme étant leur pays. Alors maintenant, pour répondre plus directement à votre question, évidemment, l'Union européenne n'a pas du tout les mêmes pouvoirs, notamment militaires, que les États-Unis. Même si la France, le Royaume-Uni, elle n'est plus dans l'Union européenne, mais il est là quand même, l'Allemagne aussi, est présente dans ce qui s'appelle la mer de Chine du Sud, qui représente à peu près 4 millions de kilomètres carrés, et là où transite une bonne partie du commerce mondial. Mais on ne va pas envoyer l'armée française ou allemande débarquer sur le sol taïwanais. C'est absolument impensable. Même d'ailleurs, si les Américains devaient intervenir, je ne pense pas qu'ils le feraient de façon aussi directe. Mais en tout cas, ils le feraient et les Européens ne le feront pas. Mais par contre, il y a quand même un certain nombre de leviers qui existent. Alors, personnellement, moi, je suis d'avis que négocier avec Xi Jinping, c'est une impasse. Parce que, certes, il attend quelque chose de l'Union européenne, mais il n'est pas prêt à donner beaucoup. Ça, c'est clair. En revanche, sur le plan économique, si, parce que vous parliez de l'Allemagne, c'est vrai, une grande partie de son commerce extérieur, l'Allemagne le fait avec la Chine populaire. Notamment, vous parliez des groupes automobiles. Volkswagen est installé depuis très longtemps en Chine, a longtemps fait des affaires. C'est moins le cas aujourd'hui. Donc, il y a, si vous voulez, ce qu'on peut appeler un terme un peu technique, un découplage entre les économies occidentales et notamment européennes avec l'économie chinoise. Ça ne se fait pas du jour au lendemain non plus, parce que ces économies sont tellement imbriquées les unes dans les autres, les rapports sont tellement étroits que c'est compliqué. Mais par contre, ce qu'il y a déjà, il y a une prise de conscience de la nécessité de retrouver ce qui s'appelle une certaine souveraineté industrielle. Et là aussi, c'est le Covid qui finalement a accéléré cette prise de conscience, notamment en France. Quand en France, on a réalisé que plus de 80% des principes actifs des médicaments de première nécessité, comme le paracétamol, sont produits en Chine et aussi en Inde, on s'est quand même posé des questions. Ensuite, quand on s'est rendu compte que les masques, pour des raisons parfois un peu obscures, il n'y en avait plus beaucoup en France, on était dépendant de la Chine. Donc cette dépendance, elle a été extrême. Elle s'est construite au fur et à mesure des années qui se sont écoulées, là aussi pour des raisons de coûts de production, mais pas seulement. Et donc le contre-coup a été des fermetures d'usines et aussi une perte de savoir-faire, notamment par exemple pour le paracétamol, où ça fait maintenant 1 an que Emmanuel Macron dit qu'il faut maintenant reprendre cette production de paracétamol comme dans d'autres produits. Ça prend du temps, ça prend des années et des années. Et donc ça ne sera pas du jour au lendemain. Mais cette prise de conscience, elle suit son chemin. Et là aussi, si vous voulez, je pense qu'il y a une sorte de... C'est triste à dire, franchement, ça me rend triste, mais il y a une sorte de garrot autour du cou de l'économie chinoise qui est en train de se resserrer. Et ça, c'est quand même un levier à la fois politique, mais surtout économique, que l'Union européenne est là. Et pour reparler de l'Allemagne, certes, le chancelier Scholz a été en visite en Chine, malgré les critiques qui existaient au sein même de son gouvernement.
malgré les critiques qui se sont fait jour au sein de la Commission européenne, il y a été. Il est revenu, il a obtenu quand même quelques petites choses, dont notamment sur le plan de faire dire aux Chinois qu'ils étaient opposés au chantage nucléaire brandi par Vladimir Poutine. Ça, il l'a obtenu, c'est déjà pas peu. Mais au sein de son gouvernement, la ministre des Affaires étrangères, qui est aussi depuis des années la chef des Verts, les Greens, elle a déjà dit depuis des années qu'il faut changer de pied face à la Chine populaire. Il fallait dire les choses telles qu'elles sont. Vous savez, il y a un principe, mais franchement, moi je le constate depuis maintenant 40 ans. La Chine populaire, elle respecte les forts et elle méprise les faibles. Et ça, cette ministre, elle l'a très bien compris, elle l'a dit. Et non seulement elle l'a dit, mais son message est écouté. Elle n'est pas la seule à le dire. Les pays baltes, que ce soit la Lituanie, dans une moindre mesure la Lettonie, ou l'Estonie, le disent également, mais surtout la Lituanie, pour des raisons que je pourrais vous dire, mais on n'en a pas vraiment le temps. Donc voilà ce que pour répondre à votre question, où on en est aujourd'hui. Merci, je prends la parole. J'avais une question concernant l'effort militaire de la Chine. Oui. Quelles sont, d'après vous, les motivations profondes? Est-ce que ce sont des motivations purement économiques ou est-ce que, vous en avez un peu parlé de Taïwan, mais ça va au-delà de Taïwan, je pense. Oui, oui. Donc, notamment sur toute la zone Pacifique. Est-ce que c'est les matières premières qui sont font des mers? Enfin, quelles sont les raisons de cet effort militaire qui est continu et qui va encore se poursuivre, d'après ce que j'ai pu lire? Oui. Alors d'abord, et pour garder le sens des proportions, le budget de la défense de l'armée chinoise, c'est le 2e au monde. C'est un fait. Mais il est très très loin derrière le budget américain. Le budget de la défense américaine totalise à lui tout seul plus que l'ensemble de tous les budgets militaires du reste du monde. Voilà, ça c'est juste pour expliquer dans le contexte. Donc on peut dire aussi que côté chinois, c'est naturel d'armer, de réarmer. Donc moi je ne conteste pas du tout le fait qu'ils veulent se défendre contre une attaque assez illusoire, il faut quand même le dire. Qui menace la Chine aujourd'hui? Je vous le demande, personne. Mais enfin bon, cette démarche, elle peut s'expliquer. Alors, pourquoi ça s'est accéléré? Vous l'avez dit, c'est clair, c'est notamment Taïwan qui, aux yeux des autorités chinoises, est une province de la Chine unique, seule, qui doit donc nécessairement retourner dans le giron chinois. Et on en arrive d'ailleurs à des discours un peu... pour le moins stupéfiant, parce qu'on a l'ambassadeur de Chine à Paris, M. Lu Shaye, qui un jour, devant une caméra sur un plateau télé, a dit « Vous savez, quand la réunification sera faite, nous allons les rééduquer, les Taïwanais. » Il ne s'est pas rendu compte de l'effet de ses propos. Enfin bon, je n'en dirai pas plus sur ce sujet-là. Donc, oui, il réarme de façon claire, de façon d'ailleurs qui s'accélère, on le voit bien. Mais, je voulais dire une chose, et là aussi, il faut faire la part des choses dans ce qu'on observe. Il y a ce qui se passe réellement, et puis il y a l'intox, c'est-à-dire les fausses nouvelles. Elles existent dans ce domaine aussi. D'ailleurs, la théorie de la guerre, elle n'a pas été inventée hier. C'était ce Chinois Sun Tzu qui avait déjà à l'époque, il y a déjà très 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 longtemps, dit une chose, c'est que la meilleure façon de faire la guerre, c'est de vaincre sans combattre. Et c'est exactement le but recherché par Pékin vis-à-vis de Taïwan. Si bien que réarmement il y a, ça c'est une certitude, mais en même temps, il y a beaucoup d'intoxication. Il y a, vous savez, là, c'est pas dans les journaux en Chine même, mais à Hong Kong, il y a un journal anglophone qui s'appelle le South China Morning Post, et on voit bien ces dernières années, toutes les 2 semaines, il y a une nouvelle fracassante, nouveau missile hypersonique, nouveau missile tueur de porte-avions, ceci, cela. Il y a une part de vérité, mais le fond de l'affaire aussi, c'est de terroriser la population taïwanaise pour qu'elle se rende sans combattre. Donc, si vous voulez, il y a un réarmement, on le voit de façon très claire en mer de Chine du Sud, où ces îlots sont étendus, on y installe des pistes pour les avions militaires, on installe des lance-missiles, on installe des stations radars,
Tout ça parce qu'effectivement, encore une fois, c'est une région stratégique sur le plan économique. Mais voilà, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il ne s'agit pas pour autant de céder à la panique. En tout cas, ce n'est pas le cas à Taïwan du tout. Il faut regarder ça de façon un peu raisonnée, froide, et se dire que c'est une réalité aujourd'hui qui est là. Jusqu'où elle ira, c'est difficile de le dire, mais certainement que ça ira dans le même sens. Là aussi, parce que la Chine, je pense, en partie de façon légitime, est en face de pays de plus en plus hostiles. C'est la réalité d'aujourd'hui. Donc elle veut continuer d'exister. Et pour continuer d'exister, comme on dit en latin, si vis pacem parabellum. Si tu veux la paix, prépare la guerre. Voilà pour vous répondre. Oui, une remarque d'abord. Je pense que l'amour-propre chinois va en prendre un coup quand ils vont apprendre que l'Inde devient le pays le plus peuplé du monde. Donc ils ont un problème de natalité récurrent. Moi, je voulais avoir votre avis sur la nature des relations que le gouvernement chinois a avec Poutine, notamment avec l'affaire d'Ukraine. La Chine avait dit souvent nous n'agressons personne, nous n'envahissons personne. Donc, quelle est exactement la nature des relations entre les deux? Merci. Écoutez, franchement, c'est une question absolument essentielle parce que ce point d'interrogation est vraiment énorme sur l'écran radar aujourd'hui. Alors, il faut revenir quelque temps en arrière. En février de l'année dernière, quelques jours avant le début de l'agression russe en Ukraine, Vladimir Poutine s'est rendu à Pékin pour assister à l'ouverture des Jeux Olympiques d'hiver à Pékin. Et bien entendu, il a rencontré Xi Jinping. Xi Jinping qui dit de Poutine c'est mon meilleur ami. Poutine lui dit à peu près la même chose. Et donc, ils se sont entretenus, parlé, etc. Et puis, il y a eu des déclarations, dont le fait que la coopération entre la Russie et la Chine est sans limite. Donc, sans limite, c'est quand même assez frappant, parce que ça induit le fait, ça laisse entendre qu'il y a aussi le domaine militaire. Voilà. Ensuite, il y a eu, le 24 février, le début de l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe, où les Américains le savaient, avaient déjà essayé d'alerter les consciences internationales. Ils avaient quand même un certain nombre de renseignements. Cette agression a commencé le 24 février. On en est maintenant à près d'un an. Et on voit l'armée russe, sinon en déroute, en tout cas en très grosse difficulté. Alors, il y a eu toute une série d'étapes, où notamment il y a eu donc ce chantage nucléaire, qui finalement n'a conduit à rien, même si quand même il reste une très grande inquiétude internationale. Et on ne peut pas éliminer cette option-là comme ça. Et puis ensuite, s'est posé la question, qu'est-ce que va faire la Chine? Et là, très rapidement, les États-Unis ont communiqué avec les autorités chinoises en disant, vous savez, nous avons, décidé un certain nombre de mesures de sanctions et de représailles à l'égard de la Russie, qui d'ailleurs, on voit bien, continue avec une aide militaire très forte, d'ailleurs également européenne et ailleurs. Et si vous, la Chine, vous empruntez le chemin de la coopération militaire avec la Russie, vous allez le payer très cher. Le message était absolument clair. Eh bien, on regarde les déclarations officielles chinoises, elles ont été quand même d'une prudence de sioux. Parce que certes, personne dans le gouvernement, et bien sûr au parti, n'a condamné ouvertement l'agression russe en Ukraine. Au contraire, la propagande chinoise, c'est-à-dire tous les médias officiels chinois, ont quand même bien sûr pris le parti russe en disant la Russie était non pas agressée mais menacée par tous les pays riverains. Il y a une forme de légitimité. On reprenait tout le narratif russe dans ces médias officiels chinois, mais il n'y a pas eu de façon avérée de coopération militaire. Et personnellement, je pense qu'il n'y en aura pas, sauf si la Russie se mettait à gagner. Alors là, par contre, ce serait la porte ouverte à effectivement, sur le plan politique,
une excellente nouvelle pour la Chine, parce qu'effectivement, ça ouvre de nouveaux horizons. Mais tant que ça n'est pas le cas, et je pense que ça ne sera pas le cas, la Chine va rester extrêmement prudente. Alors certes, on a bien vu ces drones iraniens livrés à l'armée russe, ils sont de conception chinoise. Ça, c'est clair, c'est avéré, c'est prouvé. Mais quand ont-ils été fabriqués? On ne le sait pas vraiment, et on ne sait pas la nature technologique de la coopération entre la Chine et l'Iran récente. Elle existe depuis longtemps. Les deux pays sont des partenaires. De toute façon, pour le dire de façon très simple, les démons ont tendance à se rejoindre. Donc là, aujourd'hui, on a ces mots-là terrifiants, vraiment abominables, qui évidemment font cause commune avec la Russie, comme par hasard. Mais quand même, c'est un cercle assez fermé qui a tendance à se réduire. Donc je pense que la Chine fera très attention, parce que c'est vrai que si sur le plan militaire, il y avait une alliance déclarée, là, les cartes géostratégiques se seraient quand même considérablement rebattues, même si on voit les faiblesses aujourd'hui de l'armée russe. Elles sont éclatantes tous les jours, quand même, ça changerait les cartes. On a encore une dizaine de minutes. Hein. Du coup, moi, j'aurais une question. Vous ne nous avez pas parlé d'environnement. Oui, et c'est une question quand même importante en Chine. Oui, bien sûr. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots? Voilà, bien sûr, je vais le faire, parce que l'environnement... la pollution en Chine, c'est la pollution des sols, des rivières et des fleuves, c'est la déforestation, c'est la pollution de l'air. Donc tout ça conjugué, au fur et à mesure de l'industrialisation effrénée de la Chine, ça a pris des proportions insoutenables dans certaines régions de Chine et dans certaines villes. Donc il y a eu des réactions populaires où vraiment, avec en face des cas de cancer qui ont explosé, des familles qui se sont retrouvées avec des membres de famille qui tombaient comme des mouches, dans les régions les plus industrielles d'ailleurs de Chine, comme le nord-est de la Chine. Eh bien, c'est le gouvernement chinois a réellement, et ça de façon tout à fait réelle, pris conscience de la nécessité de changer de pied sur cette question-là. Alors maintenant, pour reprendre tout simplement une comparaison, la Chine à elle toute seule représente un peu plus de 33% de la totalité des émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est considérable, mais il faut dire aussi tout de suite que rapporté au taux d'émission des gaz à effet de serre par habitant, la Chine pollue beaucoup moins que les États-Unis. Il faut le dire, c'est une réalité. Ne pas le dire, ce n'est pas très honnête. Maintenant, ceci dit, il y a eu des annonces chinoises, notamment de la part de Xi Jinping lors de l'Assemblée générale des Nations unies, qui se fait en général au mois de septembre à New York. C'était il y a 3 ans. Il avait dit la Chine arrivera à une neutralité carbone en 2060. C'est loin. Ni vous ni moi ne serons encore de ce monde. Sauf exception, mais j'en vois pas. Il n'y a pas de bébé dans la salle que je sache. Donc, ça sera le cas ou pas le cas, on n'en sait rien. C'est un objectif ambitieux qui quand même engage la Chine, qui voulait apparaître évidemment comme étant un pays responsable sur la scène internationale. Donc voilà, on en est sur le plan de l'environnement. Il faut savoir que beaucoup de mesures ont été prises en Chine, notamment suite aux déforestations qui ont été catastrophiques, notamment au Tibet, pour reparler du Tibet. C'est dommage parce qu'on n'a pas le temps d'en parler plus, j'aurais bien aimé le faire. Cette déforestation a été catastrophique, maintenant on reboise. Et notamment dans ces zones désertiques, par exemple dans le désert de Gobi. D'autre part, il y a des normes qui sont imposées aux entreprises chinoises. Il y a aussi un effort qui a été fait, et là je parle du passé, sur le mix énergétique qui en grande partie repose sur les centrales à charbon qui sont extrêmement polluantes. Donc il y a eu un sursaut qui a duré quelque temps. Et puis ensuite, on s'est rendu compte que ça a mené à une pénurie de production électrique en Chine qui a été catastrophique, il y a un peu plus d'1 an. Et donc du coup, on fait marche arrière, et maintenant on recommence à construire en grand nombre des centrales électriques à charbon. Donc voilà, on en est, hein, en résumé,
c'est une image en demi-teinte, sachant quand même que si on regarde les tendances, la part de la Chine dans le changement climatique devient de plus en plus forte, que l'empreinte chinoise est de plus en plus réelle. Je voudrais vous poser une question économique sur. On voit bien que dans les pays occidentaux, il y a une prise de conscience, vous l'avez cité tout à l'heure, pour essayer de maîtriser un peu plus son autonomie, son indépendance. Il y a aussi un mouvement de montée des protectionnismes, c'est le sentiment qu'on peut avoir dans différentes zones du globe. Est-ce que la Chine ne serait pas la première victime de ce mouvement s'il devait s'accélérer ? Ah ben, bien sûr, je crois que la réponse est oui. Maintenant, je vais également nuancer ce que je disais tout à l'heure. C'est pas parce qu'on a cette situation aujourd'hui que tout le monde doit quitter la Chine, non. Pour plusieurs raisons. La première raison, moi, je pense qu'elle est politique. Parce que dans la situation où se trouve la Chine aujourd'hui, les Chinois qui n'y sont pour la très grande majorité pour rien, ont besoin de la présence étrangère, ont besoin de ce dialogue, qui est difficile, qui est compliqué. Mais il faut qu'ils continuent et il faut que ces étrangers restent sur place ou reviennent. Et puis d'autre part, sur le plan purement économique et sur le plan commercial, ben, il reste des secteurs où les hommes d'affaires chinois, étrangers pourront continuer de trouver un intérêt réel à rester en Chine. Il faut savoir que les coûts de production ne sont pas du tout les mêmes que ceux qu'ils étaient il y a 30 ans, ni même il y a 10 ans, que là aussi, les mentalités chinoises changent, qu'ils ne sont plus tous des bêtes de somme comme ils l'ont été, qu'ils aspirent à un mode de vie différent de celui auquel ils pouvaient rêver il y a 30 ans, que sur le plan démographique, on l'a abordé tout à l'heure, les femmes chinoises en majorité aujourd'hui ne veulent plus d'enfants, pour là aussi plusieurs raisons. D'abord parce qu'elles veulent faire carrière, puis d'autre part, élever un enfant, ça coûte très cher. Beaucoup d'entre elles même ne veulent plus se marier, parce qu'elles s'estiment mieux dans leur peau en étant seules. Ça aussi, ça vous montre un cheminement de la Chine qui n'est pas forcément celui souhaité par les autorités. Alors, pour répondre à votre question de façon directe, moi, je pense qu'il reste encore beaucoup d'affaires à faire en Chine. Quand tout ce qui se passe en ce moment se sera un peu stabilisé, quand les cas de contamination qui ont explosé ces derniers temps vont se réduire, quand le nombre de morts aura atteint une phase de plateau, là, malheureusement, ça continue d'augmenter. Là, c'est pareil, le discours officiel est très différent de la réalité. Quand tout ça sera plus solide, plus stabilisé, je pense que ce sera le moment pour un certain nombre d'investisseurs et d'hommes d'affaires occidentaux, et pas seulement occidentaux, de revenir en Chine. Je ne lis pas dans le mar de café, mais je veux faire une comparaison. Quand le gouvernement des États-Unis, surtout avec Kennedy, a fait la décision de créer un blocus qui continue toujours sur Cuba, il pensait étouffer Cuba. Donc, revenons à nos jours. Les routes de la soie, la base militaire à Djibouti, les îles qui sont maintenant des forteresses dans la mer de Chine du Sud, tout cela, ça peut éventuellement renforcer une stratégie qui consisterait à faire un blocus naval et économique contre Taïwan plutôt que d'attaquer de force. Oui. Et je pense que c'est peut-être une option qui serait possible chez les cerveaux des dirigeants du PC et de l'armée chinoise. Oui, dont le chef est Xi Jinping. Écoutez, je vais vous répondre de façon un peu progressive, c'est-à-dire, comment vous dire, les routes de la soie, ce serait une conférence en tant que telle, donc je n'en dirai que quelques mots, mais pour résumer ce que sont les routes de la soie qui ont été d'ailleurs initiées par Xi Jinping un an après sa prise du pouvoir, donc en 2013, un an après sa prise du pouvoir, ces routes de la soie, elles avaient comme ambition très généreuse de venir aider les pays pauvres, ou en développement, ou pour certains émergents. Alors il y avait l'Afrique, il y avait un certain nombre de pays en Asie centrale, voilà, plein de bonnes intentions affichées. Votre régime en Afrique n'est pas tout à fait démocratique, c'est pas grave. Nous avons de l'argent pour vous, voilà, nous venons vous aider à vous développer, des prêts sur 15 ans, à des taux bonifiés,
vous verrez, tout se passera très bien. Ça ne se passe pas très bien du tout, parce que d'abord, ceux qui sont venus installer ces aéroports, ces ports, ces voies ferrées, c'était souvent des ouvriers chinois. Et puis surtout, après, il fallait rembourser les prêts. Et là, il y a un certain nombre de pays qui n'y arrivent pas. Et donc, ils se retrouvent dans ce qu'on appelle le piège de la dette, qui, par lui-même, induit ce qu'on appelle des pertes de souveraineté, quand on est obligé de signer des baux emphytéotiques de 99 ans sur ces infrastructures précisément construites dans le cadre de ces routes de la soie, que sont par exemple des ports en eau profonde ou des aéroports. Voilà. Maintenant, pour en venir à ce que vous disiez, bien sûr, les guerres modernes ne sont pas du tout celles d'autrefois. Celle qui est livrée par la Russie en Ukraine, c'est justement une guerre d'autrefois. Et c'est pour ça que ça ne marche pas. Alors certes, il y a eu tous ces hackers qui ont essayé de paralyser les services de renseignement et autres en Ukraine. Ils y sont parvenus de façon très imparfaite, très partielle. Mais grosso modo, c'est des bombardements avec des missiles, quand ils existaient, assez sophistiqués. Maintenant, il n'y en a plus. Alors, ce sont des missiles un peu anciens, donc qui frappent à l'aveugle et souvent des populations civiles. Et ensuite, il y avait l'aviation. On a vu que ça n'a pas marché du tout. Ensuite, il y a eu l'infanterie. Là aussi, vous savez, aujourd'hui, quand même, maintenant, les services de renseignement, et pas uniquement américains, mais britanniques et autres, montrent bien qu'il y a au moins 150 000 morts et blessés du côté russe. Et on estime, enfin je dis on, donc ces services de renseignement et autres, estiment que côté ukrainien, c'est quand même aux alentours de 100 000. Donc c'est une guerre très meurtrière. Ce qui veut dire aussi des familles qui sont dévastées, des mères qui perdent leurs fils, des jeunes qui refusent d'aller combattre, qui se réfugient à l'étranger dans des circonstances parfois dramatiques. Là, actuellement, il y a 2 jeunes Russes qui sont à l'aéroport de Séoul, en quarantaine parce qu'ils n'ont pas de papier, qui parlent bien sûr ni l'anglais, ni a fortiori d'autres langues, à part le russe. Eh bien, tout ça, ça donne à réfléchir. Alors, pour parler du théâtre de Taïwan, bien sûr, l'une des stratégies, ce serait un encerclement de Taïwan, donc un blocus économique de Taïwan. Ce qui s'est passé d'ailleurs après la visite de Nancy Pelosi en réaction de Pékin, c'était justement de simuler un blocus de Taïwan qui a été en partie réalisé. Je dis bien en partie parce que quand même, un véritable blocus, c'est sur une échelle différente de ce qui a été démontré dans les mois qui ont suivi cette visite au mois de juin dernier. Puis ensuite, il y a tout ce qui s'appelle des guerres hybrides qui sont électroniques. Ça, c'est la guerre de demain, je pense. La guerre électronique, les Chinois sont certainement très forts, mais les plus forts en face, c'est les Américains et les Japonais. Et je peux vous dire que la coopération entre le Japon et les États-Unis, elle serait essentiellement dans ce secteur-là. Si bien que une attaque électronique qui démarrerait un conflit ensuite plus traditionnel de l'armée chinoise, cette attaque serait aussi contrecarrée. Donc voilà ce que je peux répondre. Si vous voulez, les scénarios, il y en a des centaines, enfin pas des centaines, mais des dizaines. Et côté chinois, on prépare ça depuis longtemps, mais en face, on s'y prépare également. Il y a des services de renseignement. Là aussi, vous parliez de la base de Djibouti. Il y en a une autre qui est en cours d'installation au Cambodge. Il y en a une autre qu'envisionne Pékin, mais qui ne se fera pas. Mais il faut savoir, là aussi, pour établir le sens des proportions, que les États-Unis ont au total 400 bases à travers le monde. 400. C'est gigantesque. Alors, de dimensions très différentes les unes des autres, mais elles sont là. Donc le blocus naval, ça vous paraît impossible ? Ça me semble en tout cas improbable pour une autre raison, c'est une raison économique. Parce que le détroit de Taïwan, donc, qui fait entre 135 et 200 km de large, c'est là où transite aussi une bonne partie du commerce mondial, dont le commerce avec la Chine. Donc ça veut dire déclarer ce blocus, un coût terrible de plus pour l'économie chinoise. Et pour prolonger ce que je disais, c'est qu'aujourd'hui, plus que jamais, la Chine a besoin des États-Unis sur le plan économique. C'est aussi une des raisons pour lesquelles il y a de nouveau des négociations sino-américaines au plus haut niveau. Là, je crois que j'atteins la zone rouge.
On va prendre une toute dernière question. On va prendre la question de madame et ensuite on fera la signature. Oui, j'avais une petite question à propos du Covid. Quelle est un peu votre opinion sur ce qui semble quand même être une obstruction de la Chine pour essayer de trouver quelle est l'origine réelle de ce Covid? Voilà, je vais me permettre de vous répondre tout de suite parce que le temps passe. Mais c'est une très grave question que l'opinion mondiale s'est posée de plus en plus. Parce qu'on a vu en 2020, ça a commencé comme ça. En janvier 2020, l'Australie a été le premier pays à demander une enquête internationale sur l'origine du virus. Bon, pour faire bref, immédiatement, sanctions chinoises, etc., qui n'ont pas marché et qui ont été contre-productives. Puis ensuite, il y a eu le désir de l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, d'envoyer sur place une délégation pour faire un travail d'enquête. Là aussi, freinage total côté chinois en disant visite d'accord, mais selon nos termes. C'est nous qui décidons de la composition de la délégation qui va venir. Alors, il y avait déjà une délégation qui était présentée aux autorités chinoises. Celui-là, non. Celle-là, pas question. Celui-là, non, 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 non. Celui-là, d'accord. Mais nous, on va ajouter aussi celui-là et celui-là. Donc, cette délégation est allée sur place à Wuhan. On lui a servi la soupe. Ils n'ont rien pu faire. Ils n'ont eu accès qu'aux chiffres chinois. Donc, ils sont rentrés les bras ballants à Genève en disant on n'a pas pu travailler. Puis ensuite, les soupçons se sont renforcés. Pourquoi cacher ce qui s'est passé sur place à Wuhan? Alors ensuite, les pangolins, enfin, des trucs complètement débiles. Les pauvres pangolins, ils y sont pour rien. Ils sont mangés d'ailleurs dans certaines cuisines chinoises, mais enfin, peu importe, c'est pas là la question. Ensuite, les chauves-souris. Alors les chauves-souris, c'était beaucoup plus sérieux parce qu'en effet, il y a eu des cas inexpliqués dans la province du Yunnan, où des ouvriers chinois qui travaillaient dans des caves à récolter le guano, donc les excréments des chauves-souris, sont tombés malades. Donc là, vraiment, c'était un indice très, très sérieux. Puis ensuite se pose une autre question. Erreur de laboratoire, fuite de laboratoire, et troisième option, intention réelle de fabriquer un virus artificiel. Alors, je vais vous dire, erreur de laboratoire et fuite de laboratoire, c'est une certitude. Parce que là, vraiment, là, les preuves sont là. Et ce sont vraiment des preuves. Le laboratoire P4 de Wuhan, il faut savoir que c'est les Français qui ont collaboré pour son ouverture, que ces Français, notamment l'Institut Mérieux, pour ne pas le citer, se sont retirés quand ils se sont rendus compte que qui avait pris les commandes du P4 à Wuhan? L'Armée populaire de libération. D'où je vais parler de la troisième option. Franchement, je vais vous dire, je n'y ai jamais cru. Parce que c'est tellement horrible que je pensais que c'était impossible. Eh bien, je vais vous dire, au mois d'avril, va sortir un livre qui est écrit par un collègue de l'hebdomadaire Le Point, qui s'appelle Jérémy André, qui a mené l'enquête depuis plus d'1 an. Et ce livre, je vous recommande la lecture, vous serez surpris. Je n'en dirai pas plus. Bon, merci pour ce thriller en perspective.